À l'émission cette semaine, d'abord Hugo Chavez. Dimanche dernier, il a gagné son référendum. Il a le droit de se représenter aussi longtemps qu'il le voudra aux élections présidentielles. Nous allons analyser la signification de ce vote et la situation au Venezuela avec le latino-américaniste Philippe Fauché. Ensuite, nous avons le grand plaisir de recevoir Robert Fisk. Qui est-ce? Le New York Times a dit de lui qu'il était le meilleur journaliste à avoir couvert le Moyen-Orient. Nous allons le rencontrer et discuter avec lui de l'Iran. L'Iran qui célèbre ce mois-ci les 30 ans de sa révolution iranienne, révolution islamique. Robert Fisk était là il y a 30 ans et il y sera encore cette année au moment d'une élection cruciale en juin qui vient. Et finalement, nous allons révéler les secrets de nos iPods. Deux collègues et moi-même allons vous dire ce qu'on écoute en balado-diffusion politique lorsqu'on se rend au travail ou lorsqu'on fait de la marche à pied. Alors, ça sera amusant de voir, de comparer ce qu'il y a dans nos iPods respectifs. Dans un instant, derrière le bruit, Hugo Chavez. Nous sommes de retour pour notre segment Derrière le bruit. Derrière le bruit, cette semaine, c'est le bruit qui nous vient du Venezuela, la victoire référendaire de Hugo Chavez. Il a remporté le droit de se reconduire lui-même, de se représenter à la présidence sans limite, comme c'est le cas dans plusieurs démocraties du Nord, mais dans moins de démocraties du Sud. On va discuter de cette question et de cette problématique avec notre invité, Philippe Fauché. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors, Philippe, vous êtes directeur du département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Votre dernier ouvrage paru, et cet ouvrage collectif avec vos collègues du département de sciences politiques, La politique en question, un bouquin qui va bien, qui est d'ailleurs en réimpression, m'apprend-on? Oui, c'était la surprise de la semaine. D'accord. Et vous êtes chercheur associé au Cerium, et on en est très heureux. Et vous êtes, entre autres choses, latino-américaniste à vos heures, spécialiste en particulier du Brésil et de l'économie politique dans cette région. Donc, vous avez suivi les résultats référendaires. Oui, ils ont une frontière commune avec le Venezuela. Oui, tout à fait. Et donc, Hugo Chavez a remporté son pari avec 54% des voix. Oui. Quelle est l'importance de ce réféendum dans la vie politique vénézuélienne? Je pense que c'est significatif parce que ça montre en fait le contrôle et l'importance de l'appui populaire de Chavez. Un référendum est nécessairement, dans son cas, lié à la personne du président, et donc, en fait, il voit là essentiellement une source d'appui. 54%, je pense, c'est son appui le plus faible, il faut le mentionner. Peut-être que le sujet était peu mobilisateur, malgré les gros efforts qui ont été faits par le gouvernement. Je pense qu'il y a comme 30 et quelques % d'abstention, ce qui est important. Mais ils ont l'habitude des référendums. Hugo Chavez en a fait une quinzaine depuis qu'il est là. Une quinzaine de consultations électorales, oui, qui tournent plus ou moins autour de sa personne, de ses projets de réforme, des élections normales, des manières de changer la Constitution. C'est que dans la Constitution, vous avez maintenant un processus d'amendement qui prévoit le référendum. Tous les amendements doivent passer par la forme référendaire, ce qui pourrait faire plaisir à certains Québécois. Mais ce que je veux dire, c'est que le référendum devient un instrument de gouvernement qui, en fait, sert aussi surtout d'instrument de mobilisation. C'est-à-dire qu'une élection ou une consultation n'attendant pas l'autre, les troupes sont continuellement en situation de défendre le projet politique du président et de ses amis qui se disent socialistes. Oui. Alors, Hugo Chavez, pour lui, donc c'est une victoire politique. Il avait été défait dans une consultation similaire il y a un an. Cette fois-ci, il reprend l'avantage. Il pourra se représenter aux prochaines élections. Donc, comme je le disais, au Canada, en Europe de l'Ouest, il n'y a pas de limite au nombre de fois où un candidat peut se représenter. Il y en a aux États-Unis, depuis Franklin Roosevelt, parce que les républicains avaient trouvé que ça avait duré trop longtemps. Mais, donc, ça n'a pas une grande signification pour nous. Ça a une grande signification en Amérique latine, cette question de la limitation des mandats. Pourquoi? Parce que les gouvernements ont eu tendance à s'incruster. Généralement, la prise du pouvoir se faisait à maintes reprises, sans passer par la consultation électorale. Ça s'appelait des coups d'État. Il y en a eu beaucoup. Je pense que la Bolivie a peut-être le record dans le domaine. Mais au Paraguay, une fois qu'un dictateur était installé, au Paraguay en particulier, vous avez eu Stroessner qui est resté là pendant très longtemps, une trentaine d'années. Sinon, au Brésil, vous avez eu une dictature militaire qui a duré une vingtaine d'années. Et ces militaires-là se passaient
la présidence de l'un à l'autre sans consulter qui que ce soit, sinon le cercle militaire qui était concerné et quelques amis civils. Donc, les Américains sont très sensibles au fait que le président devrait céder la place, bref, donner de la place à l'opposition. Ou l'alternance. Je pense que, justement, c'est le principe de l'alternance. Il me semble que le lien est très, très fort, et je pense que ça a été démontré, c'est que parmi les facteurs qui permettent de qualifier la qualité d'une démocratie, c'est la possibilité pour l'opposition d'un jour d'avoir accès au pouvoir. Donc, l'alternance est un élément important. Il y en a d'autres, comme l'impunité, des choses comme ça, mais au niveau de la représentation, je pense que l'alternance est fondamentale. Et donc, les Américains, qui sont très sensibles à la mesure où ils veulent renforcer leurs institutions, veulent absolument que leur président puissent céder la place ou doivent céder la place. Parce que le président sortant a toujours l'avantage, évidemment, et le fait qu'on doive le remplacer crée une nouvelle course qui donne plus de chance à l'opposition. Mais l'opposition au Venezuela, alors dans les premières années d'Hugo Chavez, l'opposition était très forte, elle était dans la rue, elle voulait son remplacement. Cette fois-ci, elle semble sur la défensive. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la rue au Venezuela. En fait, je pense qu'il y a des manifestations qui sont très fréquentes, souvent demandées par le gouvernement, par le pouvoir, en appui à une réforme ou à une menace anticipée ou présumée. Les Américains servent de bouc émissaire assez régulièrement dans ce cas-là. L'opposition avait le style et également organisait ses propres manifestations pour dénoncer les abus de pouvoir, etc., le contrôle de la presse en particulier. Maintenant, c'est plus compliqué parce que l'opposition n'a pas de projet propre. Elle a divers projets qui sont pas très bien définis et ils n'ont pas la personnalité de Chavez écrase très manifestement le reste du monde politique vénézuélien qui a beaucoup de mal à, même s'ils avaient une proposition, à la faire passer dans la mesure à l'omniprésence du président Chavez qui prend toute la place et toute la visibilité. Donc ils n'ont pas une personnalité charismatique qui peut concentrer le message de l'opposition. Et il y a un des éléments qui contrôlait pendant plusieurs années, c'était la première chaîne de télévision privée, qui était dominante en termes de code d'écoute, qui a été nationalisée par Chavez au cours des dernières années. Donc, c'est un outil de moins dans leurs mains. Cependant, on constate que l'élection, le référendum, c'est-à-dire, a été déclaré légitime, correct, par les représentants internationaux qui faisaient la surveillance, y compris sur la question de la capacité pour l'opposition de s'exprimer. Donc, il semble que la qualité démocratique du débat est toujours présente. Oui, il y a eu beaucoup de doutes qui ont été émis là-dessus. Il y avait une époque, il y avait des commissions d'observateurs qui avaient été envoyés. Le président Carter avait même été dépêché là-bas pour assurer que le référendum qui portait sur le premier mandat de Chavez pouvait être considéré comme valable. Et finalement, ils avaient donné leur appuyer en disant oui, ça s'est passé correctement. Il faut dire que Chavez s'appuie sur une machine politique très bien organisée, un système de ramification très étendu que l'on retrouvait, par exemple, je pense au Mexique avec le PRI, où à peu près tous vos rapports à l'État, tous vos rapports avec votre emploi, tout ce qui est service, et en fait passe aussi par le parti. Et le PRI au Mexique, le Parti révolutionnaire institutionnel, qui avait le pouvoir très longtemps. Et donc, tellement institutionnalisé que votre vie est très, très intimement liée à votre participation et contribution au parti. Ce qui amène que, par exemple, au Mexique, le vendeur de journal du coin de la rue devait son emploi à son contact qu'il avait, qui lui-même était. Et ces gens-là étaient toujours redevables dans la mesure où si on avait besoin d'une manifestation à l'autre bout de la ville, l'autobus passait, tout le monde montait dans l'autobus et on allait manifester là où il fallait. De clientélisme qu'on a connu ici sous Duplessis, mais qui est assez courant en Amérique latine. Et qui était courant, dont on essaie de se débarrasser et que Chavez fait revivre. D'où les critiques et les inquiétudes que les démocrates de la région même et les soupçons qu'on a toujours envers Chavez qui concernent est-ce que vraiment son projet politique est autre chose que simplement sa permanence au pouvoir? Y a-t-il autre chose dans son discours qui se veut populaire et populiste, évidemment? Bon, alors parlons-en. Au niveau de l'amélioration des conditions de vie des Vénézuéliens les plus pauvres, un sondage récent disait que 60% des Vénézuéliens considéraient que Hugo Chavez avait amélioré leurs conditions de vie. Est-ce que c'est un fait mesurable et discutable ou non discuté?
De plus en plus, ça prend du temps avant que les mesures gouvernementales se traduisent en statistiques officielles. Les statistiques, après 10 ans, commencent à sortir et montrent qu'il y a eu effectivement un effet de redistribution. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle les misiones. Les misiones, ce sont des services de proximité, la santé, des questions concernant l'éducation de différents âges, et vous avez des marchés, des épiceries, qui vendent à prix très faible ou très bas, subventionnés, les denrées essentielles. Donc, cet effet combiné-là finit par sortir des parties de la population de la pauvreté. Les statistiques semblent donner, que j'ai ici, donnent qu'en 5 ans, le chômage a diminué, et semble-t-il, de 10%, ce qui est important. Oui, mais à partir d'un niveau qui était de combien? Ça, c'est une très bonne question et je n'ai pas la réponse. Okay. Et l'autre problème, c'est que les indices de pauvreté semblent que la pauvreté, et là c'est très important, a diminué de moitié. Et là, c'est les indices réguliers concernant un seuil de pauvreté. Ça peut être $1 par jour, $2 par jour. Bref, on n'est pas dans la grande abondance, évidemment. Ceci est important, mais la question qui se pose, c'est très bien des gens peuvent vivre ou survivre dans des meilleures conditions, mais il n'y a pas d'impulsion de développement. C'est-à-dire que ces gens-là travaillent dans le commerce, des petits services, mais ce n'est pas ça qui fait fonctionner une économie. L'économie est encore très dominée par le pétrole. Les prix du pétrole étant élevés, Chavez avait les moyens... Oui. Alors maintenant, que se passe-t-il que les prix du pétrole ont baissé considérablement? Est-ce que ça met en cause la poursuite de cette politique de redistribution? Oui, bon. Le pétrole, ce qui est important, ce n'est pas le prix spot d'aujourd'hui qui est très bas, c'est le prix moyen. Et ce sont les marchés à terme. Aujourd'hui, si le prix spot est à $35, le marché à terme est à 50. Donc, ce que le Venezuela peut obtenir, ce n'est pas le prix qu'on voit aujourd'hui dans le journal. Ceci dit, les revenus ont baissé. Si les revenus ont baissé, on peut penser que Chavez aura moins de moyens pour faire vivre ses misiones et ses subventions. Mais ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a une réserve importante de plusieurs, je pense c'est 150 et 180 milliards de dollars, qui lui permet, et il s'en sert depuis déjà longtemps, mais ça lui permet d'avoir une marge de manœuvre qui est encore assez importante. Et dans ce sens-là, on ne s'attend pas à ce que le prix du pétrole d'aujourd'hui se répercute sur les efforts qui sont faits actuellement. Peut-être que dans 2-3 ans, si la situation perdure, ça risque de poser un problème. Mais il ne faut pas s'attendre à des grands changements. Alors, le président Chavez a dit qu'il devait rester au pouvoir pendant... Il comptait se représenter et gagner la prochaine élection et la suivante parce qu'il n'a pas terminé sa révolution socialiste. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Est-ce qu'on sait? Il a beaucoup nationalisé, il a beaucoup redistribué. Est-ce qu'on a une idée de son projet? Il y a beaucoup de discours dans le socialisme du 21e siècle. Le contenu est moins clair. C'est-à-dire que Chavez, dans ses interventions, brosse le portrait d'une société juste, brosse le portrait d'une Amérique latine unie, forte, qui collabore, d'une coopération continentale étendue, l'appel au peuple et la solidarité des peuples, et on l'a vu assez fréquemment, faire des visites à Cuba et également avec Morales en Bolivie. Donc, il y a une espèce de solidarité même avec le président de l'Équateur et parfois avec le Brésilien, mais c'est plus compliqué. En partie à cause de la frontière commune qu'ils partagent. Ce que je veux dire, c'est que Chavez présente le portrait d'un monde meilleur, mais en ce qui concerne les résultats, le moyen, quel moyen et on veut utiliser, quel levier pour amener le changement, ça demeure assez confus. Il y a d'une part un discours mobilisateur, d'autre part des mesures de redistribution, mais entre les deux, c'est-à-dire de l'investissement, c'est loin d'être évident et le pétrole domine. Donc il y a une espèce de difficulté de véhiculer les ressources, la rente, vers des emplois, vers des industries. Et une grosse partie de l'effort actuellement, c'est mieux utiliser, mieux transformer ou développer encore davantage la ressource principale qui est celle du pétrole. Philippe Fauché, vous connaissez la méthode de cette émission. On vous demande de choisir une plage musicale qui a un rapport avec notre propos. Qu'avez-vous choisi cette fois-ci et
Pourquoi? J'ai pensé un petit peu, je ne connais pas la musique vénézuélienne, je ne suis peut-être pas le seul, j'espère qu'il y en a qui la connaissent et l'apprécient, mais j'ai pensé à l'association entre Chavez et Intuba, et il y a aussi en ce moment une espèce de reprise par les médias ou le cinéma très actuellement, de ce que représente le Che, mais ce que représente dans sa version, mettons, commerciale, version, mettons, Walt Disney à la limite de la méchanceté. Et j'ai trouvé un clip qui exprime un petit peu cette espèce de récupération médiatique par une chanteuse, je pense française, s'appelle Nathalie Cardone, qui fait un clip où elle amalgame probablement une version française de la Révolution et de la revendication féministe dans une confusion des genres qui m'a fait penser à Chavez. Et vous dites c'est très vénézuélien comme pathos, comme manière comme romantisme. C'est l'Amérique latine qui reprend des mythes qu'elle réinvente à la sauce racoleuse. Alors on écoute grâce à vous Comandante. Hasta siempre. Hasta siempre. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Nous sommes de retour et nous avons le grand plaisir, dans notre segment En profondeur cette semaine, de pouvoir poser des questions et écouter les réponses surtout de notre invité, le journaliste Robert Fisk. Alors, Robert Fisk, c'est un journaliste qui a traîné sa bosse un peu partout au Moyen-Orient depuis plus d'une trentaine d'années, pourrait-on dire? 33 ans maintenant. 33 ans. Et il est correspondant du Independent, le grand quotidien indépendant britannique, qui assure, M. Fisk, publie chacun des mots qu'il envoie, donc il n'est pas soumis à la censure, ce qui lui apporte Merci à Dieu. un très grand nombre de lecteurs et aussi un très grand nombre de détracteurs. D'ailleurs, c'est parce que beaucoup de gens critiquent un certain nombre de ses chroniques qui a été inventé dans le langage médiatique britannique le terme fisking. Le terme fisking. Je ne connais pas le terme fisking parce que je n'utilise pas l'Internet. D'accord. Alors, non, fisking, je n'utilise pas l'email. Je ne suis pas un homme de technologie. Je préfère les livres, les documents, les archives. Alors, Robert Fisk, bienvenue à l'émission. Merci à vous. Vous êtes, donc, je vais juste expliquer fisking. C'est ce qui signifie prendre un extrait sur Internet ou ailleurs d'une chronique et le critiquer en le sortant de son contexte. Parfois, maintenant, c'est un terme dérogatoire. On a dit, vous avez fait du fisking de ce texte, c'est-à-dire que vous avez été de mauvaise foi dans cette critique. J'ai écouté que peut-être c'est 3 définitions de fisking. Allez-y. Je ne sais pas, parce que je n'utilise pas l'Internet. Okay. Bon, c'est celle que je connais. On fera une recherche sur Internet pour connaître les deux autres et on en parlera lors de votre prochain passage. Alors, Robert Fisk écrit beaucoup sur le Moyen-Orient, sur le Liban en particulier. Liban, Nation martyre, c'est un livre qui a été publié en février 2007 et il est en tournée au Québec, entre autres choses, pour parler de son dernier livre en poche. C'est une brique de 1000 pages. Une brique, bien sûr. Oui. C'est un pavé dans la mare. La grande guerre pour la civilisation, l'Occident et la conquête du Moyen-Orient, c'est aux éditions La Découverte. Mais aujourd'hui, puisque Robert Fisk, vous l'avez peut-être entendu à plusieurs antennes cette semaine au Québec, moi, je veux discuter avec lui des 30 ans, ce mois de février, de la révolution iranienne. Et il y a 30 ans, Robert Fisk était à Téhéran, était en Iran pour couvrir cette révolution. Vous avez écrit dans The Independent ces derniers jours un article sur le sujet et vous parliez vous disiez que c'était presque une tragédie grecque à laquelle on avait assisté au moment de la chute du Shah. Pourquoi? Mais j'ai qualifié la tragédie grecque avec les paroles que vraiment c'est une tragédie de diable. Parce que le Shah d'Iran, il dit que ses ancêtres
il commence dans la période des grandes épiques des Perses. Mais vraiment, son règne, il commence avec son père, qui était un soldat normal dans l'armée iranienne. Mais vraiment, pendant cette révolution, tout le monde dit « Oh, c'est comme la Révolution française, c'est comme la Révolution russe ». Et quand j'ai arrivé à Téhéran, avant l'arrivée de Khomeini, c'est mon idée que c'est une révolution très traditionnelle. On va établir les faits pour les plus jeunes, comme les 2 tiers des Iraniens qui sont nés après 79. C'est un peu gauchiste, un peu islamiste. Donc on est en Iran. Le Shah Pahlavi, qui est un dictateur, qui est au pouvoir depuis des années. Pour nous, bien sûr, pour nous. Qui est lié aux États-Unis, qui a fait une certaine occidentalisation de l'Iran pendant ses années de pouvoir. C'est notre idée. Oui. Mais il avait ce que vous appelez, entre autres choses, une répression féroce et des services secrets à la Sadat sadique, dites-vous. D'accord. Et donc, il y a un mouvement d'opposition très fort contre le régime du Shah et des manifestations montrent. Exactement. Non, je ne suis pas en Iran pendant l'époque du Shah. J'ai arrivé après son départ, avant l'arrivée de Khomeini. Et vraiment, quand j'ai arrivé, pour moi, je suis un petit journaliste, bien sûr, et pour moi, de couvrir la révolution, j'ai choisi de voyager par chemin de fer, de ville à ville. Et avec une carte étudiante de voyager par chemin de fer, par train. Et ma première expérience, c'est quand j'ai arrivé à la ville de Qom. Comme la ville sainte. La ville sainte, comme nous disons, comme les journalistes, comme toujours, ils nous disent cela. Et j'ai arrivé à Qom et un homme dans la rue m'a invité d'assister dans un procès d'un soldat du Shah qui avait tué les manifestants pendant l'époque du Shah. Bien sûr, il est fini. Et ce n'est pas une justice dans ce procès. Il n'avait pas un bon avocat. Non. Ah oui, il avait un avocat. Oui, mais l'avocat a peur. Il est comme ça. Le pauvre. Le soldat aussi. Et son frère m'a adressé près de le procès. Monsieur Robert, est-ce que c'est possible de sauver mon frère? Et j'ai dit, malheureusement, c'est impossible pour moi de vous aider. Parce que la révolution, c'est fini maintenant. Il existe. Et le prochain jour, il était tué, son frère. Dans le procès, vous avez beaucoup de spectateurs qui commençaient « Ah, vous êtes le diable, vous êtes le diable !» Il y avait énormément de colère accumulée en Iran. D'accord. Alors, mais un instant. Oui. Mais c'est nécessaire d'avoir l'idée que dans cette révolution, nous avons une révolution unique, uniquement. Vous avez les gauchistes, les communistes, vous avez les islamistes, et pendant quelques jours, c'est une unification de la révolution. Bon, mais c'est ça. Donc, la fédération, enfin, tous les opposants étaient unis dans la volonté de renverser le Shah. 1 million de personnes dans la rue, 1,5 million de personnes dans la rue. Mais pourquoi, de toutes ces forces, dont certaines sont laïques et progressistes, certaines sont communistes, pourquoi est-ce que ce sont les fondamentalistes de l'ayatollah Khomeini, qui étaient réfugiés en banlieue de Paris, qui reviennent? Je préfère le parole intégriste. Intégriste? D'accord. Pourquoi est-ce que c'est eux qui vont gagner? Parce que la puissance des intégrismes, c'est plus puissant que le communisme, les gauchistes. Vraiment, vous avez par exemple les clérics comme Taleghani, qui a renforcé l'idée que c'est possible d'avoir les gauchistes comme les révolutionnaires avec les islamistes. Dans un gouvernement d'unité nationale. Exactement. Mais Khomeini a dit non, absolument non, c'est interdit. Les communistes, c'est les forces de diable comme le Shah. D'accord. J'avais un bon mémoire d'une grande interview avec le chef du communisme en Téhéran. Il est dans son bureau et il est comme ça. Il tremble avec le peur. Après quelques jours, il est en prison. En prison par
le pouvoir islamique. Exactement. Mais ils vivent. Ils vivent avec sa femme aussi, mais quelques ans après cela, c'est une crise de cœur. Bon, alors donc, mais pourquoi est-ce que c'était donc les intégristes qui étaient la force la mieux organisée, qui avait l'appui d'un plus grand nombre, ou ça a été les plus habiles? Je pense que la raison, c'est la sauvagerie du régime de Shah. La torture, c'est très dur, si dur, que vous avez un animal qui est très, très sauvage contre toutes les contre-révolutionnaires, et spécialement parce qu'après le coup d'État contre Mossadegh par la CIA, par le MI6, donc les services secrets britanniques, on remonte à la fin, après la guerre, oui, parce qu'ils voulaient nationaliser le pétrole. Exactement. Ouais. Et c'est dans le cerveau des révolutionnaires ont décidé que c'est nécessaire d'éviter une répétition du coup d'État contre Mossadegh. C'est nécessaire d'annuler totalement les symboles de le régime de Shah. Et pour cette raison, nous avons chaque matin les grandes exécutions. La prison d'Evin, à Gand par exemple, exécution, chaque jour, dans les premières pages de chaque journal, les derniers moments des officiers de Shah. Et c'est une explication que les révolutionnaires insistent totalement d'avoir la puissance pour lui, pas pour les gauchistes, pas pour les communistes, pas pour les libéraux. Alors, pourquoi est-ce que les gauchistes, les libéraux et les laïcs se sont fait avoir? Parce qu'ils ont cru, un certain nombre d'entre eux, que Khomeini pouvait être l'instrument d'une démocratisation. Khomeini ne veut pas une démocratisation. Il n'était pas si clair que ça au début. Non, absolument non. C'est Ali Ghani et les autres, ils ont insisté d'avoir une démocratie. Pas comme l'Ouest, pas comme les États-Unis, l'Amérique, non. Mais ils voulaient une démocratie islamiste, si c'est possible de créer. Mais vraiment, je pense que Khomeini, parce que il est très, très angoissé contre l'Ouest, contre l'Amérique, contre le gouvernement de Carter, les pauvres. Après, par exemple, le siège de l'ambassade américaine, exactement, c'est impossible de retourner à un discours pour la démocratie, pour les libéraux. Non, c'est impossible. Et Khomeini, peut-être 6 mois après la Révolution, il a décidé d'annuler totalement, d'exécutionner, si c'est nécessaire, l'opposition. Donc, il y a quand même eu une période, parce que moi, ce que je trouve très fascinant dans cette révolution, c'est les premiers jours. Comment se fait-il que les intégristes réussissent à prendre le pas sur les forces plus laïques? Et donc, il y a une période quand même de flottement où on laisse croire aux communistes et aux gauchistes et aux laïcs qu'ils pourront peut-être... Vous avez oublié une chose. Allez-y. Pour renforcer la souveraineté de la révolution, ils ont besoin d'une guerre. Et c'est Saddam qui a donné la guerre pour lui. Oui, la guerre. C'est notre idée, parce que nous sommes sués de Saddam. Mais le moment que la guerre commence, Khomeini est sauf la révolution, il est sauvé. Et c'est le symbole de souveraineté, c'est la guerre. Parce que le pays doit s'unir derrière son chef. Exactement. Et le moment, par exemple, j'avais beaucoup des amis à Téhéran, qui ont donné le souhait pour le Shah avant, ils arrivent à le marché de donner comme les cadeaux leurs bijoux pour la guerre contre l'Irak. Patriotisme, c'est plus fort et plus puissant comme le communisme, le socialisme, le libéral, la vie libérale. Parce que l'Iran, et j'ai commencé de comprendre cela au commencement de la guerre, que l'Iran est un pays très historique. On va juste remettre les choses en perspective. Donc, il y a cette révolution, il y a 30 ans. Ensuite, il y a cette période donc, où le siège de l'ambassade américaine, il y a les otages américains qui sont pris pendant 444 jours, libérés. Le pauvre Carter. Le pauvre Jimmy Carter ne sera pas réélu à cause de son incapacité à résoudre cette crise. Et le jour de l'intronisation de Ronald Reagan, les otages sont libérés. Et ensuite, il y a effectivement cette guerre, donc l'Irak qui attaque l'Iran pour des raisons
frontalière, mais on pense que c'est parce que l'Irak voulait avoir le contrôle de certaines zones pétrolières. Oui. Et avec l'appui tacite de l'Occident, qui était content de voir l'Iran aux prises avec donc un ennemi. Et cette guerre va durer 8 ans. Il va faire 1,5 million de morts en Iran. Alors ça, c'est comme quelque la chose... Grande Guerre. Comme la Grande Guerre, exactement. C'est quelque chose qui a sûrement soudé, évidemment, les Iraniens au moment de l'attaque, mais qui laisse une trace dévastatrice dans l'histoire d'un pays. Oui, mais la chose plus importante de la guerre, quand Khomeini est arrivé à Téhéran, il est en face d'une crise nucléaire, parce que le Shah, il voulait la puissance nucléaire, la facilité nucléaire. Déjà il y a 30 ans. Exactement. Et les Américains, ils disent oui, pas de problème, parce que c'est notre confrère de le Golfe, notre gendarme du Golfe. Puissance nucléaire civile ou militaire? Civile dans cette époque. D'accord. Quand Khomeini est arrivé à Téhéran, j'étais dans la salle avec lui, peut-être 300 personnes iraniennes qui sont présents. Il a dit que les facilités nucléaires, c'est le travail du diable. Et nous avons besoin d'annuler totalement les facilités. C'est ça. Et ils ont fermé les facilités. C'est une pièce de l'histoire. Maintenant, nous avons frappé cette pièce d'histoire et jeté sur la poubelle parce que nous ne voulons pas d'avoir la mémoire que c'est nous qui sont encouragés, les Iraniens, d'avoir la puissance nucléaire. Après 4 ans, Saddam a commencé d'utiliser le gaz contre l'armée iranienne dans les tranchées de la guerre entre Iran et Irak. Et bien sûr, les militaires arrivent à la maison de Khomeini de dire Saddam, maintenant, il a utilisé les armes de destruction massive contre nous. La prochaine arme, c'est le nucléaire. C'est nécessaire de réouvrir les facilités nucléaires. Et bien sûr, Khomeini a dit oui, c'est nécessaire. C'est la vraie histoire de la menace nucléaire iranienne. Exactement, iranienne. Et pour cette raison, c'est mon idée que la révolution a fermé la menace nucléaire. Mais dans nos journaux aujourd'hui, l'histoire commence avec les fous de Dieu, avec les grands turbans noirs qui ont insisté d'avoir les armes nucléaires. Excusez-moi. Alors, il y a des paradoxes oui, intéressants. Ce n'est pas un paradoxe, c'est cynique, c'est incroyable. Alors, en Iran, bon, revenons 30 ans plus tard, l'image qu'on en a, c'est évidemment ce pays, c'est-à-dire ce pouvoir intégriste qui a réussi à ramener un pays qui était relativement moderne dans l'âge de pierre. Mais lorsqu'on regarde et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des lapidations de femmes adultères et d'hommes homosexuels. Mais on se rend compte aussi qu'en 30 ans, l'alphabétisation a fait des progrès considérables, de 80% d'analphabètes au moment de la Révolution à seulement 20% maintenant. Et dans les universités, il y a 60% de femmes, ce qui est un des niveaux les plus élevés au monde. C'est plus libre qu'à Arabie Saoudite, bien sûr. Alors, bien sûr. Mais ce sont des niveaux semblables à ceux de pays occidentaux. Bon, alors donc, il y a quand même... Et la qualité d'un certain nombre de services publics s'est améliorée pendant ces années. Bon. Alors, donc, c'est un pays paradoxal. Mais là, il y aura un moment important en juin prochain, des élections. Après 30 ans, je disais tout à l'heure, les 2 tiers des électeurs n'étaient pas nés en 79. Pour certains, même la guerre Irak-Iran, c'est quelque chose qui n'est pas important. Et il y a la montée d'un mécontentement envers le gouvernement actuel d'Ahmadinejad et possiblement le retour de quelqu'un que vous estimez énormément. Parlez-nous-en. J'espère que Mohamed Khatami est le prochain président, bien sûr. Et je pense que les Américains pensent les mêmes choses exactement. Bon. Pour moi, Khatami est le seul titan des politiques au Moyen-Orient, au sud-ouest Asie. Parce qu'il est un homme honnête, il croit dans la vie civile. Quand il était le président la dernière fois, nous avons abandonné Khatami. Les Américains ne voulons pas parler avec lui. Mais si cet été, dans les élections de juin, c'est possible pour Khatami de gagner les élections. Et Ahmadinejad, excusez-moi, il est un fou. Si c'est possible pour Khatami de gagner les élections, c'est possible pour les Américains
de commencer de parler en vérité avec lui. Si c'est le sujet premier, peut-être le premier sujet, c'est la vie civile, l'histoire, ce n'est pas un grand problème. Mais si Ahmadinejad a retenu, je pense que c'est impossible pour Obama de parler avec lui. Mais c'est nécessaire toujours de parler avec les ennemis de l'Ouest. Oui. Si c'est Afghanistan, le Taliban, le Hamas, le Hezbollah, Iran, Syrie. Excusez-moi. Dans toute notre histoire, nous avons dit, nous refusons de parler avec nos ennemis. Excusez-moi. Nous parlons encore à Panmunjom avec les Nord-Coréens. Nous parlons avec le Viet Cong. Je vais revenir à Tammy dans le temps que nous avons, parce qu'il a été président pendant 2 mandats. Oui. Bon, on sait que ces volontés réformistes... Alors, il y a 2 façons de le lire. Soit ces volontés réformistes ont été complètement contrecarrées par le pouvoir conservateur qui l'a empêché de faire ces réformes, ou bien certains disent il n'était pas vraiment réformiste. Pourquoi est-ce que vous croyez en lui? C'est impossible de diviser les Iraniens, les conservatifs, les libéraux, Doves, Hawks. Nous avons les mêmes paroles de théâtre en anglais. C'est nécessaire de regarder l'Iran comme un pays. Ce n'est pas unifié, mais c'est nécessaire pour nous de parler avec l'Iran si c'est un pays unifié. Le moment où nous avons besoin de choisir, il est un conservatif, je ne veux pas parler avec lui. Le libéraliste ici, c'est M. Khatami. Excusez-moi, nous avons détruit immédiatement le gouvernement. C'est nécessaire de confronter pas nos ennemis, mais nos fantômes. C'est nécessaire de parler avec l'Iran. Et si nous parlons, avec l'Iran, les Iraniens ont préparé de parler avec nous. Mais le moment où nous avons approché avec une division ici, les orques, les doves, les conservatifs, vous dites ça, M. Fils, vous dites qu'Ahmadinejad est un fou et que Hatami est un titan. Il est un fou, bien sûr. Je ne discute pas. Et donc, vous préférez Hatami. Je vous demande... Avec Gaddafi aussi. Pourquoi est-ce que vous pensez que lui peut amener l'Iran sur un meilleur... Parce qu'il comprend l'Ouest. Il comprend l'Ouest. Il comprend l'Amérique. J'ai donné une adresse avec lui à Chicago. Oui, un discours. Oui. J'ai trouvé qu'il parle anglais bien maintenant. Il apprend la langue anglaise. Bien. Il veut le contact. Il veut la vie civile avec l'Ouest. Mais si nous voyons Hatami comme le représentatif seulement des libéraux, seulement des doves en anglais, il est fini. Et nous avons détruit Hatami avant maintenant avec cette idée. Il est essentiel donc pour l'Ouest de ne rien dire jusqu'à l'élection. Il est le représentatif si il est le président de tout l'Iran, pas seulement son côté. C'est intéressant parce que même les autres, c'est-à-dire Ahmadinejad a eu cette phrase incroyable récemment, la nation iranienne est prête à des discussions avec les États-Unis dans une atmosphère juste et avec du respect mutuel, reprenant le mot respect que Obama avait utilisé dans son discours d'investiture. Et même le président du Parlement, Ali Larijana, a dit que la nouvelle administration offrait une occasion en or de reprendre le dialogue. Est-ce qu'il y a une course au dialogue en ce moment entre les différents partis iraniens? Comment doit-on interpréter ça? Les Iraniens attendent pour les élections maintenant. Ils attendent pour les élections. Et c'est une bonne idée d'attendre. Parce que... le problème continue, c'est Israël et Palestine. Pour les Iraniens, pour les musulmans, pour les islamistes. Si Obama ne veut pas faire une résolution, une solution du conflit entre les Palestiniens et les Israéliens, leur relation avec l'Iran est frappée. Si Obama est préparé d'avoir une paix, la vérité, une paix, pas seulement un procès de paix, excusez-moi, un procès de paix. Back on track, c'est l'expression anglaise incroyable, oui, d'accord. S'il est préparé d'avoir vraiment une solution, le voyage à Iran, c'est très facile. Si nous avons, et je pense que c'est ça, malheureusement, encore la catastrophe entre les Palestiniens et les Israéliens, c'est impossible d'avoir une idée des relations entre Téhéran et Washington. C'est la clé. C'est la clé.
Totalement. C'est la clé d'or. Et c'est la seule clé. Robert Fisk, merci infiniment d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, La Grande Guerre pour la civilisation, en ce moment dans toutes les meilleures librairies et dans certaines moins bonnes. On peut quand même se le procurer. Et nous avons choisi pour illustrer avec un peu de musique notre entretien, un extrait sonore de ce film magnifique, Persépolis. Vous l'avez vu? Oui. Vous le recommandez? J'ai vu le film, oui, le Persépolis, et j'ai lu le livre aussi. Alors, Persépolis, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, est disponible pour la location en DVD. C'est un dessin animé fondé sur le récit d'une jeune Iranienne, irano-française, qui vit la Révolution à travers les yeux d'une jeune fille, d'abord d'une enfant et d'une jeune fille. C'est Marjane Satrapi. Et nous avons retenu l'extrait sonore The Eye of the Tiger de Chiara Mastroianni. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci. Rising up, back on the street, did my time, took my chances, went a distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happens too fast, you change your passion for glory. Nous sommes de retour, comme vous le savez, à la fin de l'émission. On parle parfois de films, on parle parfois de livres, parfois brièvement de balado-diffusion, mais cette fois-ci, on a décidé, comme cette émission est disponible en balado-diffusion, de ne parler que de ça. Alors, qu'est-ce que deux de mes collègues chercheurs de l'Université de Montréal ont dans leur iPhone ou dans leur iPod? Qu'est-ce qu'ils écoutent lorsqu'ils marchent, font du jogging ou autre chose, sauf de la natation, c'est pas recommandé. Nous avons pour en parler Frédéric Mérand, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, membre entre autres du groupe d'études et de recherche sur la sécurité internationale. Bienvenue à l'émission. Et Martial Foucault, également politologue, spécialiste en économie politique au département de sciences politiques et directeur du réseau Économie internationale du CERIUM. Martial, bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors, on a beaucoup de choses sur nos iPhones et nos iPods, donc on va y aller rapidement. Martial, on va commencer par vous. Vous êtes plutôt économique. Qu'est-ce que vous écoutez en français? Tout d'abord, je dois dire que ça a complètement bouleversé ma vie. Les émissions de balado-diffusion ont transformé mon quotidien. Pourquoi? Je venais d'un pas triste à l'université, dans les transports en commun, et désormais, j'arrive pendant 30 minutes à avoir l'impression d'arriver à l'université en étant plus intelligent. Alors, j'ai fait une sélection parmi ces émissions balado-diffusion qui sont censées me rendre plus intelligent. Moi, je vais quasiment faire la promotion de France Culture. Allez-y. J'écoute attentivement, régulièrement La Suite dans les idées. La Suite dans les idées. Oui, La Suite dans les idées, c'est une émission d'1 heure consacrée aux sciences sociales et à la science politique, animée par Sylvain Bourmeau, qui est un ancien étudiant en sciences politiques et qui a décidé d'inviter les chercheurs à venir parler de sciences sociales. La deuxième émission, c'est L'économie en question, qui est une émission animée par Sylviane Brouet et Laurent Pastré, et qui est une émission d'1 heure qui fait le point sur un sujet d'actualité. Oui, j'ai écouté récemment, il y avait un débat entre un économiste de droite et de gauche sur la crise, c'était remarquable. Oui, il y a toujours la nécessité d'avoir deux interlocuteurs qui vont animer de la contradiction, avec un médiateur, Olivier Pastré, qui est un économiste et qui joue le rôle vraiment de médiation très consensuelle. Et qui fait sa chronique à la fin de l'émission. Très bien. Et puis une troisième émission qui est le rendez-vous politique, parce que je garde toujours un œil une oreille sur l'actualité politique française, et qui est une émission animée par Dominique Rousset, et qui donne le temps à un homme politique, à une femme, un homme politique français, de venir dire un peu pourquoi il est rentré en politique, quelles ont été les personnes qui ont marqué sa carrière, et quels sont les débats auquel actuellement il consacre tout son temps. Très bien. Frédéric, en français, qu'est-ce que vous avez dans votre iPod? En français, moi, j'ai deux émissions qui répondent à des objectifs différents. Une émission que j'écoute vraiment pour mon plaisir personnel, c'est ma préférée, c'est aussi sur France Culture, s'appelle Concordance des temps, est animée par un historien, politicien, homme à tout faire français qui s'appelle Jean-Noël Jeannet, et qui reçoit chaque semaine
souvent un historien pour parler d'un événement qui peut remonter au Moyen Âge et faire des liens avec la situation actuelle. Donc, par exemple, cette semaine, c'était l'académicienne Hélène Carrère-Dancause qui venait parler de l'histoire de la Russie et du Caucase, mais au 19e siècle, au début du 20e siècle, et on fait évidemment des parallèles, des concordances des temps avec les événements de l'actualité. Et ça collait? Pardon? Ça collait, le Moyen-Âge avec la situation actuelle, oui. Jean-Noël fait beaucoup d'efforts pour que ça colle. Mais c'est une émission absolument captivante qui utilise surtout beaucoup de documents audio. Ah bon? Pour recréer, par exemple, de vieilles émissions de radio, de vieilles émissions de télévision, pour recréer un peu l'ambiance historique. Et aussi sur France Culture, Esprit public. Mais ça, vous l'écoutez avec un sourire. Pourquoi? Ben, l'Esprit public, c'est une émission que j'écoute avant de donner mon cours en amphithéâtre le mardi matin, parce qu'il est important, lorsqu'on enseigne, d'avoir une bonne élocution et d'avoir beaucoup de vocabulaire. Donc, j'écoute cette émission où se réunissent de grands esprits français, qui sont évidemment tous des hommes dans la soixantaine, qui occupent tous des positions de directeurs de journaux et qui dissertent pendant 1 heure sur l'actualité de la semaine. Donc, par exemple, récemment, il parlait de la Chine de manière très, très éloquente sur les conditions internes auxquelles faisait face le Parti communiste chinois. Et à la fin de l'émission, un des interlocuteurs dit enfin, moi, je ne suis jamais allé en Chine, et vous? Silence de mort. Et ça exprime assez bien l'émission parce qu'effectivement, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas bien, mais ils en parlent très bien. Ben, heureusement qu'ils en parlent bien, sinon, ce serait mauvais. Moi, en français, j'écoute sur France Culture la chronique quotidienne, c'est 4 minutes, mais d'Alexandre Adler. Alors, Alexandre Adler est souvent critiqué pour avoir des positions trop pro-israéliennes. Alors, lorsqu'on sait ça, on peut faire le tri, mais il a une connaissance encyclopédique de la situation internationale, des jeux de pouvoir, des alliances et des stratégies des uns et des autres. Alors, c'est un plaisir de l'écouter. En politique intérieure française, j'écoute Olivier Duhamel tous les matins sur RTL, donc en balado, qui analyse rapidement la situation, le fait politique du jour. Ça s'appelle le fait politique. Alors, passons à l'anglais, parce qu'on est sur le continent et les États-Unis et les Britanniques nous intéressent. Martial, qu'est-ce que vous écoutez en anglais? En anglais, j'écoute assez régulièrement la chronique qui, elle, n'est pas régulière, de Martin Wolf du Financial Times, et qui est un éditorialiste qui a toujours des analyses assez décalées sur les questions économiques. Il a toujours une position décapante qui consiste à dire, je vais résumer peut-être de manière caricaturale, mais la mondialisation n'a que des bonnes choses, et si on ne les observe pas, c'est que votre œil n'est pas bon. Mais allez un peu plus au profond des choses, et vous verrez que la mondialisation n'a que des bonnes choses. Et ça suscite souvent des réactions des lecteurs du Financial Times dans le journal qui sont très intéressantes. D'accord, donc Financial Times. Et Frédéric, en anglais? Moi, je suis un inconditionnel du Political Gabfest de Slate, qui est un journal en ligne. Et chaque semaine, le directeur politique du journal, John Dickerson, reçoit ses 2 acolytes qui connaissent très, très, très bien la politique sur la montagne, à Washington, D.C., et qui, pendant 25-30 minutes, nous donne toutes les informations utiles sur la politique américaine, mais avec une liberté de ton vraiment, vraiment extraordinaire. C'est très amusant, c'est très sympathique. On a l'impression de boire un café avec des amis. Et ça se termine généralement par un épisode qui s'appelle le Cocktail Chatter, où les animateurs vous disent de quoi parler dans les cocktails et dans les dîners pendant la semaine, qu'est-ce qui va vous faire paraître cultivé, intelligent et connaissant. Eh bien, moi, j'écoute la discussion hebdomadaire de Shields and Brooks, qui est un journaliste démocrate, un journaliste conservateur républicain, qui discute avec Jim Lehrer le vendredi à l'émission News Hour with Jim Lehrer. Donc, c'est disponible en balado. Et c'est un résumé de la semaine, résumé avec une critique, une analyse intelligente, et cette contradiction entre un point de vue de droite et de gauche qui ne sont pas extrêmes, donc qui parfois sont en accord. J'écoute également The Economist, effectivement, qui nous permet d'entendre 1 ou 2 éditoriaux et un résumé du dossier de la semaine. Alors, si on n'a pas le temps de lire The Economist au complet, on peut se replier sur cette balado. Je signale aussi que National Public Radio permet d'écouter les meilleurs
reportages de leurs correspondants internationaux de la semaine. C'est Foreign Dispatch. C'est aussi assez intéressant. Et la BBC met en ligne ses documentaires d'une demi-heure. Parfois, il y en a qui sont intéressants. Sinon, vous les effacez, votre balado, vous passez à autre chose. Mais il y a aussi... parce qu'on est, évidemment, on essaie d'avoir l'air intelligent lorsqu'on arrive à l'université, mais on essaie d'avoir le sourire. Alors, je pense que, Martial, vous avez trouvé quelque chose qui vous fait sourire dans les balados. Moi, en fait, si je devais être très sincère, c'est mon épouse qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier sur cette émission du matin, France Inter. C'est un 4 minutes 30 d'un humoriste qui s'appelle Stéphane Guillon, de 7h55 à 8h. On retrouve ça facilement sur le site de France Inter, et qui se lance pendant 4 minutes 30 dans un monologue très décapant, même corrosif, sur l'actualité. Et en général, française, internationale? Actualité plutôt française, mais s'il y a un invité de marque, comme j'ai souvenir d'une chronique sur la visite de Kadhafi en France à l'automne dernier, je ne comprends pas d'ailleurs comment cette émission peut encore être sur le site de France Inter, parce que... Qui est une radio nationale. Qui est une radio nationale. Vraiment, Stéphane Guillon ne prend pas des gants et c'est décapant. Moi, sur Europe 1, donc je télécharge tous les jours la chronique de Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup, qui est un imitateur qui fait... Donc, toutes les voix le matin de la politique, surtout française, qui aborde parfois des sujets internationaux. Et c'est hilarant. Parfois, d'ailleurs, le fou rire est pris dans le studio. Ils sont obligés d'arrêter parce que c'est trop décapant. Alors, évidemment, je dis à nos auditeurs que tout ce qu'on vient de dire, les liens sur iTunes, sur tous les balados dont nous avons parlé, seront disponibles sur le site serium.ca dès lundi matin. Vous pouvez aller les retrouver et faire vos liens. Et pour terminer, on a demandé à Frédéric de nous suggérer une plage musicale qui aurait un lien ténu, mais enfin peut-être précurseur par rapport au sujet d'aujourd'hui. Disons que c'est une autre époque. J'ai choisi une chanson de Julien Clerc, L'enfant au Walkman. C'est une chose qui a disparu. Moi, je n'avais jamais beaucoup utilisé le Walkman, ça ne m'intéressait pas. Comme Martial, le iPod a changé ma vie, et donc c'est un peu de nostalgie des années 80. Une chanson écrite par Plamondon. Par Plamondon. Merci beaucoup, Martial. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir livré vos secrets d'iPod et d'iPhone. Et on écoute Julien Clerc interpréter L'enfant au Walkman. Il ne sait même pas compter jusqu'à 3, mais il connaît les noms de tous les groupes anglais. L'enfant au Walkman, pas besoin d'aller... C'était notre émission pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Nous vous invitons à venir sur le site serium.ca pour avoir des informations sur les livres dont on vous a parlé, les choix musicaux de nos invités, pour voir aussi quelles seront les conférences au Serium la semaine prochaine, et aussi pour voir le détail de nos écoles d'été. Alors, elles sont maintenant lancées les 2 premières semaines de juillet qui vient, pendant 6 jours pour chacune de ces écoles. Les gens qui sont intéressés aux affaires internationales, c'est-à-dire vous, les auditeurs de Planète Terre, est invité à venir vous inscrire. De quoi parlera-t-on cette année? Mais il y a 8 écoles différentes qui vous sont proposées sur ces 2 semaines. Je vous les nomme rapidement. La présidence d'Obama, l'an 1. L'Inde, surprenante modernité. La Chine éveillée, comment elle change et nous change. Terrorisme, le comprendre pour le prévenir. La biodiversité, un état de situation. Le droit international des changements climatiques, les opérations de paix, comment réaliser la paix, et finalement pluralisme et radicalisation dans le monde arabe. Alors dans chaque cas, une dizaine de conférenciers vous font comprendre les différentes facettes de chacun de ces sujets pendant 6 jours, donc du lundi au samedi. Vous pouvez vous y inscrire comme auditeur libre, écouter, faire les lectures. Et si vous travaillez pour une entreprise qui doit vous donner de la formation, c'est bien sûr admissible au crédit de formation. Merci à l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Charlène Ricard, et à la semaine prochaine.